1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous. Merci d'être venus assez nombreux pour cette session complètement buzzword free. Je suis content de voir que ça intéresse quand même pas mal de monde. On va voir quelque chose de la vraie vie aujourd'hui ensemble. Je suis Julien Roy, je suis architecte Java et je travaille actuellement pour une société qui s'appelle Bankin. On fait une app mobile qui aide les utilisateurs à gérer leur argent et à donner des conseils pour mieux gérer son budget indépendamment des banques. Juste pour savoir qui a confiance aux conseils que lui donne son banquier. Ok, c'est fait pour vous. Je vais vous parler aujourd'hui de un peu ma vie d'avant Bankin, où j'ai eu avec mon équipe à réaliser une application qui nécessitait de servir un grand nombre de requêtes. Et comme souvent, quand on demande à un client, un grand nombre, c'est quoi? 100, 1000, 10 000 requêtes par seconde? Il dit beaucoup, ok? Et beaucoup, c'est pas le même prix, quoi. Tu veux plutôt la 2 chevaux, plutôt la Ferrari? Ah, il dit, j'aimerais bien la Ferrari, mais pour pas cher. Donc c'est souvent comme ça. Donc ce qu'on s'est dit, on est quand même à l'époque en 2018, la scalabilité, il y a le cloud, il y a l'autoscaling. On va pas avoir de problème, c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du postulat. Pourquoi l'infini? Pas parce que c'est gigantesque en termes de chiffres, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc, on va tenter de faire quelque chose. Plus on met de ressources, plus notre application va servir de requête. On s'est dit quand même, on avait un petit peu d'expérience dans le développement d'API web. Bah, si je suis là aujourd'hui, vous vous doutez bien, c'est parce que ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça. Globalement, pour remettre le contexte, fonctionnellement, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué et pas novateur. Hein. C'est un moteur de calcul de prix, qui calcule des prix pour des assurances, de voyages, de téléphone mobile, d'un peu de tout. Avec un back-office qui permet de configurer les règles assez complexes de calcul de prix d'assurance, et une exposition à des partenaires qui vont aller requêter cette API pour afficher, grosso modo, la petite case à cocher à la fin du parcours d'achat. Est-ce que tu veux assurer ton voyage? Ça sera 50 €. Et pour ça, pour que l'utilisateur n'ait pas l'effet déceptif, il faut absolument que ce 50 € il s'affiche le plus vite possible. Sinon, il n'y a aucune chance qu'on vende une assurance, déjà qu'on n'a pas très envie de la prendre. On n'a pas envie d'attendre en plus pour savoir combien ça coûte. Donc c'est ce point-là qui était très important, le temps de réponse et la volumétrie. Parce que du coup, c'est amené à s'afficher sur vraiment beaucoup de parcours d'achat. Ça peut être par exemple sur un parcours d'achat sur la Fnac. Dès que vous l'intégrez sur un parcours d'achat Fnac, forcément, vous avez beaucoup de requêtes par seconde. Les objectifs qu'on s'était fixés, un nombre de requêtes, un temps de réponse en dessous des 50 millisecondes, et un nombre de requêtes le plus possible corrélé au nombre de ressources qu'on allait mettre dans notre système. Au niveau conception, on a essayé de suivre quelques principes assez simples qui nous paraissaient être suffisants pour du coup atteindre cet objectif. Quelque chose de complètement stateless, que ce soit au niveau de la sécurité, vérifier est-ce que le partenaire est à même et a le droit d'appeler cette API, essayer de réduire ou de supprimer complètement les IO, pas de fichiers temporaires, de ce genre de choses. On s'est dit, on va utiliser du cache, technique assez classique, et on va essayer d'utiliser le plus possible et le plus pragmatiquement possible l'autoscaling que va nous fournir une plateforme de cloud. L'architecture est très simple. On a d'un côté les éditeurs, ceux qui conçoivent les produits d'assurance, les catalogues, les prix. Ils ont un back-office. Il y a une brique d'authentification que j'ai écrite sous le nom IAM et une base de données qui va stocker la configuration des produits.
De l'autre côté, on a le partenaire qui va nous appeler à travers une API Gateway, qui passera par le moteur de calcul de prix, qui lui-même ira vérifier les droits auprès de l'IAM et récupérer ces informations de configuration de produit auprès de la base de données. Si on rentre dans la partie moteur de calcul, pareil, c'est quelque chose d'assez simple. On va commencer par passer par un fil de sécurité qui ira vérifier auprès de l'Authentication Manager est-ce que ce partenaire il est autorisé. Il y aura le moteur de calcul en lui-même qui ira chercher dans du cache la configuration des produits, qui lui-même ira chercher dans la base de données. Simple. L'architecture au niveau de déploiement, donc c'est un projet qu'on a déployé sur AWS. On a déployé des conteneurs Docker sur ECS qui nous offraient la partie autoscaling. Dans notre cas, l'autoscaling est principalement basé sur de la consommation CPU, c'est du calcul, donc c'est assez facile et ça fonctionne plutôt bien. On a un load balancer devant, une API Gateway, notre base de données qui était PostgreSQL dans notre cas, et la partie Authentication Manager qui était à l'extérieur de notre réseau. Bien sûr, pour s'assurer qu'on respectait nos contraintes, on a préparé des tests de charge. On avait choisi des tests de charge d'une durée de 15 minutes, qui est un temps qui est assez court pour être joué pas mal de fois dans la journée, pouvoir itérer, faire des corrections et réessayer, mais assez long pour se rendre compte quand même de ce qui se passe quand il y a par exemple de l'autoscaling qui se met en place, quand une nouvelle instance démarre. C'est des process qui, en dessous de 5-6 minutes, sont difficiles à bien voir sur un graphe. On a choisi 250 utilisateurs en parallèle et on a fait un ramp-up entre 0 et 250 utilisateurs pendant 10 minutes. Et au bout des 10 minutes, pendant 5 minutes, on reste à 250 utilisateurs par seconde et on voit comment l'appli se comporte. Donc ce qu'on s'attendait, c'est à avoir des temps de réponse constants. Si on était déjà en dessous des 80 millisecondes au début, on se dit que ça serait déjà pas mal. Qu'on ait une courbe de requêtes par seconde qui soit assez bien corrélée au nombre d'utilisateurs. Plus on avait d'utilisateurs, on aurait bien aimé qu'il y ait le nombre de requêtes par seconde qui suivent, et bien sûr qu'on n'ait pas d'erreur. Donc ça, c'est un petit graphe, les chiffres ne sont pas importants. En jaune, c'est le nombre d'utilisateurs. À gauche, on voit le temps moyen de réponse, et à droite, le nombre de requêtes par seconde. Ça, c'est ce qu'on aurait voulu. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on a eu au premier run. Malgré toute notre obstination et tout l'effort qu'on avait mis dans notre conception à bien faire les choses, malgré l'espoir qu'on avait quand même, on était quand même assez confiants, je ne vous cache pas, que ça allait plutôt bien se passer. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et donc on va voir aujourd'hui un peu le cheminement qu'on a eu pour atteindre au final cet objectif. Donc là, grosso modo, ce qu'on se rend compte, c'est que les temps de réponse sont, on a l'impression pas trop mal. En réalité, c'est parce qu'il y a un pic à la fin qui écrase complètement le graphe, donc ils n'étaient pas si bons que ça. Et ce qu'on voit surtout, c'est le graphe en bas à gauche, qui est les erreurs, où là, il y a des pics d'erreurs assez soudains, et c'est à base de 8000 erreurs. Là, ok, donc c'était pas... Donc, on était sur, comme je vous l'ai dit, un orchestrateur ECS. On a commencé par là, l'investigation. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur ECS. Donc sur ECS, un service, il est décomposé en tâches, en nombre de tâches. Et sur toutes ces tâches, on a une liste d'événements. Et donc ECS nous dit qu'est-ce qu'il a fait avec nos instances, est-ce qu'il en a démarré, est-ce qu'il a envoyé du trafic dessus, etc. Donc là, le début, on voit qu'il enregistre des nouvelles tâches, c'est-à-dire qu'il est en train d'autoscaler, ça ne se passe pas trop mal. Par contre, à la fin, on voit qu'il en désenregistre. Il n'y a aucune autre information autour, on ne sait pas vraiment pourquoi, et il continue à en déenregistrer, alors que notre nombre d'utilisateurs augmente en fait. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il fasse ça. Donc on va continuer à creuser. On va aller voir, là c'est la liste des tâches, c'est grosso modo la liste des containers Docker, l'historique des containers Docker qui ont été démarrés ou arrêtés. Et là, au bout de 3 minutes, on voit déjà que la liste, elle était bien remplie et qu'elle était essentiellement remplie par des stops. C'est quand même bizarre, on lui a demandé d'en mettre plus, et là, il y en a plein qui s'arrêtent. C'est quand même bizarre.
Si on regarde le détail d'une tâche, ce qu'on est capable de faire aussi avec la console Amazon ECS, là ce qu'on voit c'est qu'il a effectivement stoppé en raison de out of memory. Ok. Donc là, je vous cache pas les petites étapes qu'on a tous fait et qu'on a fait aussi. C'est pas grave, on va mettre un peu le double. Allez vite. On a fait un petit peu tout ça, il n'y a rien du tout qui a changé quoi que ce soit, ça n'a pas marché. Donc là, si on regarde un petit peu le détail, on avait dit à la JVM, toi tu utiliseras 512 MB, pas plus, et on a dit à Docker, toi pour la JVM plus le système, normalement avec 896 MB, t'as assez, ça devrait tourner. Et c'est à peu près toutes les infos qu'on a un peu en direct. Ce qui était bien, c'est qu'on était quand même pas mal outillés, donc on avait un APM. On s'est dit, ok, sûrement notre JVM elle consomme trop, il y a du cache quelque part qui bouffe toute la mémoire. Et en regardant bien, ça c'est le run des 15 minutes, bah en fait elle consomme pas grand chose. Et là ça a commencé à se compliquer. Bien sûr, on ne se connecte pas sur une machine de prod. Donc il n'y avait plus qu'une seule solution, bah débugger. Et là on arrive à un point un peu charnière de la présentation. Je vais vous laisser le choix, un petit peu comme à l'ancienne, les livres dont vous êtes le héros. On va avoir deux possibilités. Soit on continue avec des slides un petit peu à la papa, il y en a 65, c'est le vrai nombre, ou on continue comme ça. Ou soit on se lance dans le même processus qu'on a réalisé, mais sauf qu'on va faire le debug en live, et qu'il y a pas mal de chances de foirer, forcément. On va un peu défier les dieux de la démo. Et donc je vous laisse choisir qui préfère continuer à avoir des slides. Vous avez le droit. Moi aussi je préfère en fait. Qui préfère faire la démo? Ok. Ah, vous êtes joueur. Vous aimez bien en fait quand ça déconne, hein, bande de sadiques. Alors c'est parti. Je vais directement vous donner les 3 règles que je donne à mon équipe quand on a ce genre de problème. La première chose à faire quand on a un problème et qu'on a envie de le régler, on reproduit. La deuxième, on reproduit. Et la troisième, on reproduit sur sa machine. Normalement, une fois que vous avez reproduit, vous avez fait 80% du boulot et on est capable de travailler sereinement. Donc pour reproduire, c'est pas très compliqué au final. On a vu que notre architecture était pas très complexe. On a une base de données, un serveur d'authentification, une appli. Et ben on peut faire tout ça avec Docker. Donc j'ai commencé par créer un petit Docker Compose qui contient du Postgre, un serveur OAuth2. Là c'est Hydra. Sur la prod c'était un autre serveur, mais ça fait le même taf. J'ai préparé une petite commande Docker Run qui lance mon appli avec les paramètres qui essayent le plus possible de se rapprocher de ceux qu'on a vus tout à l'heure sur la task ECS. La même config mémoire, la même limite Docker, les mêmes paramètres et quelques petites options qui vont nous permettre de débugger un peu plus facilement. L'activation grâce à cette option JVM du tracking de la mémoire native qui est utilisée en plus de celle de la HIP. Et la possibilité de se connecter en JMX pour aller voir un petit peu plus facilement les informations. Une dernière chose que j'ai faite, c'est que là, entre mon Postgre, mon serveur OAuth et mon appli, il n'y a rien, il n'y a pas de réseau, je ne vais pas avoir tout à fait le même comportement. Donc là, ce que j'utilise, c'est un petit outil qui s'appelle Pumba, qui va permettre de rajouter de la latence entre 2 conteneurs Docker. Il peut même le faire entre 2 applis sur une machine classique d'ailleurs. Donc là, je l'ai lancé. J'ai lancé tout ce qu'on voit ici. Je vous montre juste la petite commande Pumba. C'est quelque chose qui est très simple. Un Docker Run. On va lui donner pendant combien de temps? On va lui dire tu mets un délai de 500 millisecondes sur ce conteneur Docker. Pas plus compliqué que ça. J'ai préparé un petit jeu de test, exactement celui qu'on utilisait pour nos tests de prod. Là, c'est du JMeter. On commence avec quelque chose d'un peu plus léger sur ma machine locale, 25 utilisateurs, un ramp-up de 15 secondes. Donc pendant 15 secondes, il va augmenter. Et après, il continue à envoyer des requêtes tant que je ne l'arrête pas.
Donc normalement, mon appli est démarré, mes conteneurs aussi. On va juste vérifier que l'appli répond. Donc l'appli, c'est une API REST simple. On lui envoie un post avec des informations. Il va nous renvoyer le tarif. Donc là, on voit qu'on a bien le tarif, pas mal d'infos, que ça répond plutôt bien. Ce qu'on va faire pour essayer de suivre, c'est que je vais utiliser la commande Docker Stats. Et là, grâce à ça, je vais pouvoir suivre un petit peu la consommation mémoire et CPU de mes différents conteneurs en direct. Donc là, on voit qu'au début, elle utilise 70%, qu'il y a encore pas mal de marge. Pourtant, le cache est chargé, on voit bien que là, toutes les données sont dispo, que ça répond assez vite. On va lancer le test de charge et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on va espérer qu'on arrive déjà à reproduire le cas, et une fois qu'on a reproduit, eh ben on sera potentiellement à même de corriger. Donc là, ça se passe plutôt bien, on n'a pas d'erreur. On commence à avoir un nombre de requêtes assez significatif, on a 300-400 par seconde. On voit notre mémoire qui commence quand même à augmenter, qui commence à se rapprocher sensiblement des 100% et qui disparaît. Si on tombe sur l'appli, elle s'est arrêtée. Là, j'ai un joli killed. Et mon appli, elle n'a pas fait de out of memory. On pourrait regarder aussi, par exemple, Visual VM, on aura la même courbe que ce qu'on avait tout à l'heure, avec une pression sur Garbage Collector qui est assez faible. Ce qui se passe en fait ici, c'est que ma JVM, elle n'a pas dépassé ses 512 mégas. Par contre, à l'intérieur, mon conteneur, lui, il a utilisé plus que les 896 mégas de mémoire qu'on lui avait alloués. Et c'est Docker qui a arrêté l'appli en lui disant « Tu ne vas pas consommer tout ce qu'il y a comme mémoire sur la machine, on t'avait dit 896, c'est 896, basta. » Donc pour aller débugger un peu plus sereinement, ce qu'on va faire, c'est on va lui laisser un peu plus de place. Comme ça, je pourrais l'arrêter, il sera dans un état où il consomme pas mal de mémoire, et puis on pourra rentrer dans le conteneur et puis voir un peu ce qui se passe. Donc on va le relancer, on va mettre un peu plus. OK. On va vérifier toujours qu'il fonctionne bien. Faire quelques requêtes. OK, tout va bien. On va lui renvoyer un peu de charge. Et puis ce qu'on fera, c'est qu'on s'arrêtera quand il sera pas mal chargé. Donc là, il est à 800, on va le laisser monter. Pendant ce temps-là, je vais préparer, on va se connecter au conteneur. Pour ça, c'est assez simple. On va prendre notre conteneur. Voilà, on va rentrer dessus grâce à la commande Docker. Et on est prêt. OK. On va s'arrêter là, il utilise déjà 900 MB. Donc là, première étape, on va regarder les process, on va chercher notre process Java. OK, notre process Java, c'est le numéro 7, pas de souci. On va faire une première commande, on va quand même vérifier quelle est l'utilisation de la heap. Donc pour ça, on va faire un jcommand. On va lui demander, donne-moi l'histogramme de toutes les classes et de leur utilisation. Là, je grep, en fait, on voit toutes les classes, il y en a beaucoup. Là, ce que je grep, c'est juste le total sur la fin. Là, on voit que la pression, elle est minimale. On utilise 30 mégas, donc c'est vraiment pas un problème de JVM. Tu dis, peut-être il se moque un peu de nous, il n'utilise pas vraiment toute cette mémoire, en fait. Donc pour ça, j'utilise PS avec l'option -RSS qui donne la mémoire résiduelle. C'est l'indicateur Linux qui est le plus proche de la mémoire physique réellement utilisée. On sait que ce n'est pas toujours très évident sur Linux de savoir exactement la mémoire consommée. Celui-là, c'est un indicateur qui est plutôt fiable. Et là, il nous dit, effectivement, notre process Java, il utilise bien 900 MB. Alors on sait qu'en dehors de la heap, des 500 MB que je lui ai donnés, ça utilise toujours un peu plus. Là, ça fait quand même vachement plus.
Donc là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait activé une option qui nous permet de donner et de tracer la mémoire native utilisée par notre application. Je vais utiliser jcommand, toujours la même chose, pour nous afficher ce rapport. Donc ce rapport, il est assez complet. On voit bien qu'on avait bien réservé 512 MB de heap, nos classes, combien consomment nos threads, tout ça c'est en plus. En termes de mémoire native, pour lui, il n'y a pas grand-chose, 2 mégas. Et lui, tout ce qu'il voit, en total, c'est 800. Et pourtant, il n'utilise pas 800, il utilise... Alors là, on commençait un petit peu à être sec. Hein. On se dit, c'est pas notre code, c'est jamais notre code. On se dit, on va quand même aller chercher un peu, regarder, ce qu'il y a, ça doit être un bug, c'est pas de notre faute. Donc je creuse pas mal, et je tombe sur celui-là, une issue sur la database Oracle, et j'étais pas le seul. Donc déjà, ça m'a fait plaisir. Je me dis, ah ouais, il y en a d'autres. Donc il y en a plein, ils reportent toujours des choses qui sont à peu près toujours de la même façon. C'est sur des images, sur du zip. Et en regardant pas mal, à chaque fois, la réponse c'était « on ne va pas le fixer, c'est pas un bug, notre appli elle marche bien ». Je me dis quand même c'est bizarre. Et comme tout ça, ça tournait toujours autour de zip, de encodage, je me suis dit « ah ouais, ça me rappelle un truc, je crois qu'on avait utilisé quelque chose comme ça ». Donc je suis retourné dans le service, et en fait, effectivement, on utilisait cette classe, deflater, qui est assez souvent citée dans le bug. Cette classe-là, ça permet juste de zipper. En fait, on s'en sert pour justement avoir cet état stateless. On prépare plein de petites infos sur ce que la personne avait choisi. On zip ça, ça nous donne un token qu'on redonne à l'utilisateur. Il peut continuer le parcours d'achat en disant « je vais acheter cette assurance ». Donc là, on a regardé un peu les docs, tous les exemples, ils ressemblaient vraiment à ça. On s'est dit « merde, c'est quand même bizarre ». En regardant un peu plus dans la classe, si on regarde, il y a une méthode end. Déjà, si on regarde un peu plus, on se dit « ah ouais, effectivement, ZStream, là, c'est effectivement un pointeur vers une mémoire et vers une librairie zlib native qui alloue du coup un buffer natif. » Ah ouais, c'est peut-être quand même pas loin de ça. Et en regardant un peu le commentaire, qui est plutôt bien écrit, ils disent « en appelant end, ça va bien fermer le stream et détruire toutes les ressources qui sont associées. » Tu vois, c'est ce qu'il nous fallait. Et par contre, il y avait un petit commentaire qui dit « normalement, tu n'as pas besoin de l'appeler, ça sera appelé par le finalize dès que la référence à ton objet déflateur, elle sera plus nécessaire et elle sera garbage collectée. » Et en fait, là, le biais, il était exactement à cet endroit-là. C'est que malheureusement, si on revient un tout petit peu là, notre appli, elle avait encore plein de mémoire disponible. Donc la JVM, elle n'avait pas vraiment de raison d'aller faire du garbage collecting et de nettoyer tous les objets, tous les déflateurs qui étaient en mémoire, parce que grosso modo, à chaque requête, il y a un déflateur. Mais par contre, la mémoire utilisée sur la librairie native pour le zip, elle est consommée bien à côté de ma JVM. Donc dans certains cas, on ne l'aurait sûrement probablement pas repéré. Si on avait eu une heap beaucoup plus faible, en réalité, on n'aurait pas eu ce problème, ce qui est assez paradoxal. Donc là, la correction, elle est assez simple. Elle tient à peu près en 2 lignes, comme à peu près toutes les corrections qui nous ont pris 4 jours et qui tiennent en 2 lignes. En faisant ça, pour gagner du temps dans la démo, je ne vous le refais pas, mais je vous assure, en faisant ça, ça a réglé ce premier problème. Je vais le relancer pour la suite. Je vais vous montrer le résultat qu'on a obtenu grâce à cette correction après la réparation de cette fuite mémoire. Donc on voit qu'au début, c'est vachement mieux. Pendant à peu près 10 minutes, même pas 5 minutes, ça se passe vraiment pas mal. Là, pareil, le graphe est écrasé, mais les temps de réponse sont plutôt bons. On est dans les 40-50 millisecondes, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Le nombre de requêtes par seconde est plutôt pas mal. On est autour de 800. Là, normalement, ça aurait dû augmenter. C'est ça qui nous met un peu la puce à l'oreille. C'est qu'à partir des 3 minutes, c'était le seuil d'autoscaling qu'on avait défini. Après 3 minutes, il aurait dû commencer à montrer des nouvelles instances et justement, notre nombre de requêtes par seconde aurait dû augmenter. Et c'est là qu'il a commencé à justement baisser drastiquement et avoir plein d'erreurs.
Donc on a recommencé. On est retourné dans ECS, dans la console Amazon, et on a regardé ce qui s'était passé. Donc là, si on regarde, il se passe pas mal de hit check failure. Grosso modo, notre appli, c'est qu'elle ne répond pas. Des timeouts. Il enregistre des nouvelles tâches et ça recommence, et timeout. Et si on mettait la liste, c'est ça sans fin. C'est quand même assez bizarre parce que la tâche, elle vient juste de démarrer et elle ne répond pas à son hit check, alors que celle qui est là depuis longtemps, elle fonctionne très bien. Hein. Celle qui a servi les requêtes pendant 3 minutes, il n'y avait aucun problème. Bizarre. On a regardé, on s'est dit peut-être qu'il y a un problème sur le CPU ou quoi que ce soit. Pas plus que ça, on voit même que ça descend en plein milieu. En tout cas, le graphe, il n'est pas tout le temps à 100%, et c'est pas pour ça que notre appli ne répond pas. Hein. Bon, on a recommencé. Même recette. On reproduit, on reproduit, on reproduit. Celui-là, il m'a donné un peu plus de mal pour le reproduire. Ce qui m'a un petit peu alerté, c'est effectivement ce cas, il se produit comme par hasard, pile quand les nouvelles instances elles démarrent. Et je me suis dit, du coup, mon test qui fait du ramp-up, là, qui t'envoie doucement de la charge, peut-être que pour ce cas-là, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand là, la nouvelle instance va démarrer, il y a déjà 100 ou 150 utilisateurs qui sont déjà en train de taper sur ma première instance. Ce que va faire le load balancer, on l'a vu plus tard, il y a des techniques pour soulager un peu ça, mais sinon, de base, il va prendre la moitié du trafic et il va l'envoyer sur ma nouvelle instance. Et ma nouvelle instance, elle va prendre 75 utilisateurs, donc là c'était 800, elle va prendre 400 requêtes par seconde instantanément dès son ouverture. Je me suis dit, je vais essayer quand même avec ce morceau-là pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, normalement, notre fuite mémoire est réglée, j'ai redémarré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même test, sauf que je ne vais pas mettre le ramp-up. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est complètement bloqué. Je pourrais même effacer. Je ne reçois pratiquement rien. 8 requêtes par minute, c'est pas ouf. Là, on serait peut-être dans notre cas. Donc là, je vais utiliser un outil qui est hyper pratique pour voir un petit peu ce qui se passe dans ma JVM. C'est JVisualVM. Il vient avec le JDK. Vous ouvrez un terminal, JVisualVM. Il est assez simple, il ne fait pas autant de choses que d'autres outils type YourKit ou d'autres qui font du profiling vraiment avancé. Mais pour une première analyse, c'est déjà vachement pratique. Donc je vais me connecter. On a vu tout à l'heure que j'avais exposer JMX dans mon Docker sur le port 1099. Du coup, je vais m'y connecter et on va voir un petit peu. Donc on voit bien que c'est mon appli, qu'elle a bien les paramètres qu'on lui avait définis. On regarde un peu mémoire. Bon, ok, ça a l'air de pas trop mal se passer. On regarde un peu les threads. Et là, dans les threads, c'est quand même bizarre. Je ne suis pas un pro, mais quand on voit du rouge, du orange un peu partout, c'est sûrement qu'il y a un truc qui se passe mal. Il y a pas mal de threads et on n'a pas l'impression qu'ils font grand-chose. Hein. En tout cas, pas tout le temps. Donc il y a une fonctionnalité qui est vraiment bien, qu'on peut faire en ligne de commande aussi. Hein. Avant, on pouvait la faire avec JMap, avec JStack, pardon. On peut la faire avec JCommand aussi. On peut la faire grâce à ce bouton thread dump. Il va lister tous les threads à l'instant T et il va nous dire dans quelle méthode il se trouve actuellement. Et il va nous donner son statut. Est-ce qu'il est en train de travailler ou est-ce qu'il est en attente? Nous, là, on se dit, on va quand même plutôt se focaliser sur ceux qui sont bloqués. OK, on trouve assez rapidement un premier qui est bloqué, qui n'est pas dans une lib à nous. Comme d'hab, on se dit, ah, c'est pas de notre faute. On se dit, OK, peut-être. Donc là, je sais quand même à peu près ce que c'est, parce qu'on a configuré la sécurité. Là, ce qui se passe sur cette méthode, c'est qu'il va aller télécharger la clé publique qui permet de valider le token JWT. Normalement, ce truc-là, il ne le fait qu'une fois, la toute première fois. Et après, la lib est censée le garder en cache. On dit, OK, peut-être que là, le premier, il est bloqué, mais que c'est un peu un cas isolé. Ah, on envoie un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un autre. Donc là, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a la majorité des threads qui sont juste bloqués et qui sont bloqués dans cette méthode. OK. Ah, c'est simple.
qui est bien, c'est comme on l'a reproduit, qu'on a le code sous les yeux, il suffit d'aller dedans. On va aller regarder cette ligne, la 95. Donc là, ça fait à peu près ce que j'avais en tête, c'est-à-dire qu'on lui donne un identifiant de clé qui est dans le token JWT. Grâce à cet identifiant, on va aller se connecter au serveur IAM, le petit serveur rouge que je vous ai montré tout à l'heure. On récupère grâce à ça des clés publiques qui nous permettent de valider les tokens. Là, c'est une librairie Spring. On voit que c'est un genre de cache. Il le fait une fois, il le met dedans. Ça a l'air plutôt bien. Il y a une concurrente HMAP. OK, ça a l'air plutôt bien fait. Il y a même des synchronized un peu partout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ligne 95, c'est là. Et si on affiche pas, c'est bizarre. Comment les applis elles peuvent rester bloquées là? Normalement, une fois que le cache il a été chargé une fois, on passe là, et on devrait tout le temps sortir ici. En fait, il y a un truc un petit peu tordu, ce qui s'appelle généralement une race condition. C'est que la première fois, je ne vais pas envoyer une requête, mais je vais envoyer 400 requêtes. Ce qui s'est passé, c'est que grosso modo, c'est plutôt bien parallélisé. Les 400 requêtes sont arrivées là. Quand arrivées là, c'est vide. Imaginons qu'il n'y en ait même que 50 qui est passé de cette barrière. Il y en a 50 qui sont arrivés là. La première a pris le synchronize, il dit « Oh, c'est moi !» Il efface, il n'y avait rien de toute façon, pas de souci. Il va charger, ça prend pas mal de temps, 200, 300, 400 millisecondes. Il met tout dans le cache, il sort. Manque de bol, là il y en avait encore 40 qui étaient bloqués ici. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Un clear. Du coup, il a recommencé. Et manque de bol entre-temps, lui il avait fait clear. Le temps que ça se charge, ça prend 200-300 millisecondes. Moi, je continue à recevoir 400 requêtes par seconde. Donc il y en a bien 30, 40, 50 ou 100 qui arrivent ici, qui se disent « Ah merde, c'est vide », et qui se retournent là. Donc là, c'est vraiment un cas typique de race condition. Cette fois, on était content de dire « Ah, c'était pas nous quand même ». Et pour corriger ça, du coup, c'est un peu moins facile, parce que là, je ne peux pas coder là-dedans. Donc on a fait deux choses en parallèle. Une première, proposer une pull request pour corriger ce souci au niveau de la lib. Et en attendant que ça soit intégré, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste surchargé cette classe dans notre projet en y mettant la correction. Donc je vais appliquer la correction. Donc j'ai créé un concurrent de JWT Definition Source qui est dans notre code. Malheureusement, comme il y a beaucoup de private, beaucoup de statique, on est obligé d'en copier une bonne partie. Pour au final, rajouter, comme tout à l'heure, 3 lignes. Alors là, le pattern pour régler ce souci, c'est pas forcément, en tout cas, le mieux. Il est globalement à bannir maintenant, c'est pas forcément la meilleure façon de le réaliser. Pour l'exemple, là, c'est largement suffisant et ce code pour cette utilisation tourne très bien sans souci. On va faire pareil, je vais l'arrêter. Et puis on va le redémarrer juste pour la suite des démos. Je ne vous refais pas. Oups, on va l'arrêter lui. OK. Bon. OK. Je ne vous refais pas le test en live. Je vous assure que ça corrige. Et je vais vous montrer ce qu'on a obtenu après cette résolution de race condition. Donc là, le graphe n'est plus du tout écrasé. On a quelque chose qui commence à s'approcher très fortement de ce qu'on voulait. On a un petit pic au début, on peut appeler ça de chauffe, avant les 3 minutes, avant que l'autoscaling commence à se mettre correctement en route. Donc là, on est entre 20 millisecondes et 80 millisecondes à peu près. Et ensuite, on arrive sur toute la période au fur et à mesure, en fait, on s'améliore parce que l'autoscaling arrive à pratiquement rattraper un peu son retard. Et du coup, on est autour des 30 millisecondes.
On cherchait à avoir 80, voire 50, donc on est plutôt bien. Et si on voit le graphe de nombre de requêtes par seconde, ben on est pas mal. Il y a toujours ce petit palier avant que le premier autoscaling se mette en marche. Et puis après, on les voit assez bien, les paliers d'autoscaling. On rajoute des ressources, on rajoute des ressources, on rajoute des ressources. Pour arriver à la fin, jusqu'à, là, on doit être à 6 ou 7 000 requêtes par seconde. Il doit y avoir 5-6 instances là, qui tournent pour résoudre ça. Donc là, on était quand même assez contents. On s'est dit, là, on est arrivé pas loin de ce qu'on voulait faire. C'est vraiment chouette. Mais comme on n'était pas trop mal équipé, on avait des APM, on avait du monitoring, etc. On s'est dit quand même, on va quand même vérifier un peu tout notre système. Est-ce que la charge réseau tient bien? La base de données, qu'est-ce que ça donne? Tiens, la base de données, qu'est-ce que ça donne? Alors là, on a un graphe pas mal qui nous dit le nombre de connexions ouvertes à la base de données. Donc que le nombre de connexions augmente un petit peu, on avait défini, je ne sais plus, peut-être 3 ou 5 connexions à base de données, parce qu'en fait, tout était en cache, il n'y avait qu'un ou deux chargements au début de l'appli, et puis de temps en temps pour revérifier, mais il y avait très très peu d'accès à la base de données. Le niveau, il n'aurait peut-être pas dû être autant corrélé que ça au nombre d'utilisateurs. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on avait espéré. Si on regarde le nombre de requêtes, là, on se dit c'est quand même bizarre. On devrait en avoir une ou deux. Le cache était configuré à 5 minutes, je crois. Une ou deux toutes les 5 minutes. Voir si on a 10 machines, 20 toutes les 5 minutes. En fait, là, le graphe, il suit exactement le nombre de requêtes par seconde et on en a 200 par seconde des requêtes à la base. Pas vraiment non plus à quoi on s'attendait, vraiment pas. Et là, on se dit, ce qui est aussi embêtant, c'est qu'on s'était dit, une fois que tout le cache sera bien chargé, on arrête la base, ou si la base a un problème, notre système est quand même plutôt robuste et stateless, on n'a aucun problème, on continuera à servir. Là, on se rend compte qu'il y a assez peu de chances qu'on arrive à servir de requêtes, sachant que la base de données est constamment utilisée. Bah, on a recommencé. Alors pour ça, de même façon, on va pouvoir reproduire. La méthode là, la plus simple, en tout cas celle que j'ai utilisée, c'est de mettre un peu de log tout simplement. Donc nous on utilisait Spring JDBC pour accéder à la base de données et faire le chargement des caches. On va configurer ce logging. On va redémarrer l'appli et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura presque même pas besoin du test de charge. Il suffira juste d'envoyer quelques requêtes, vérifier que le cache est chargé, et normalement, après, il ne devrait plus rien nous mettre dans la console. Ça va être assez simple. Donc là, je fais une première requête. OK, il nous charge du cache. Jusqu'à là, pas de problème. Je fais pas mal de requêtes. Bah, du coup, il ne fait pas d'accès à la base, en fait. Et en regardant bien les graphes, il y en a. On dit peut-être notre log, là, il ne va pas. On va descendre d'un niveau. Là, j'ai demandé au framework de me donner des logs de ce qu'il faisait. Là, ce que je vais demander, c'est je vais demander au driver JDBC, en fait. Dis-moi vraiment, est-ce que tu fais rien? On va faire la même chose, un peu plus bas niveau. OK. On va charger le cache. OK, là, il y a pas mal de requêtes. On voit même le contenu des requêtes. Hein. On voit des selects, des choses comme ça. OK, cool. Ah. Là, c'est marrant, je vois un peu plus. Effacer. Un peu plus. Et là, on voit bien, à chaque fois que je fais une requête, il y a effectivement... Je ne dirais pas une requête parce qu'en fait, ici, on ne voit pas de SQL, on ne voit pas de select, on ne voit rien du tout. Et pourtant, il y a une connexion à la base, mais il n'y a pas de requête à la base. Vraiment bizarre. Ah, du coup, je me suis dit la méthode la plus simple, je vais aller voir qui est-ce qui appelle cette méthode tout simplement. Donc là, c'est la méthode d'exécute, c'est celle qui met le log. J'ai un cache de 15 secondes là sur ma version démo, donc je vais faire quelques appels pour être sûr qu'elle soit chargée. Je vais mettre un point d'arrêt ici.
effectivement, un appel, un arrêt. OK. C'est bizarre. Je vais vérifier, ça ne peut pas être nous. Je sais qu'on a tout mis dans le cache et qu'on n'a pas fait de requête. En remontant, là je vois du bloc de code. OK. OK. Donc là, c'est mon service qui charge les taxes. Si je rentre dedans. OK. Il prend juste dans du cache et il me donne la valeur. Je ne vois pas de JDBC, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout là-dedans. Si je regarde un peu plus autour, en fait, c'est une interception qui, si on descend, en fait, c'est une création de transaction. C'est un do begin. Là, il n'y a pas encore la requête. On a juste fait une ouverture de transaction. On a fait un begin. C'est ça qui produit mes erreurs. Mais pourtant, moi, j'ai rien fait autour des transactions. Je vois que j'ai rien là. Et en fait, si on remonte un peu plus haut, là, il y a un bel exemple de copier-coller d'un service qui était censé être transactionnel, qui sûrement utilisait une base de données à la base, et qui, grâce à la magie de l'AOP, va dire toutes les méthodes qui sont publiques. Tu m'as demandé de démarrer transactionnel, moi je vais démarrer une transaction, pas de problème. Donc en cherchant un peu, je me dis, peut-être c'est pas la seule boulette qu'on a fait. Non, en fait, il y était même plusieurs fois. Si je supprime ces deux trucs-là, normalement, on doit être vachement mieux. Celle-là, c'était pour nous. Il n'y a pas de débat. OK. On va recommencer. On va recharger du cache. Boum. On efface. Je vais faire pas mal de requêtes. Ah, ça va mieux. Là, une fois qu'on en était là, on se dit, OK, il n'y a plus de query, c'est vraiment pas mal, mais du coup, est-ce qu'on respecte notre postulat de départ où on se dit, on peut même arrêter la base? Là, il y a les données, on est tranquille. Là, on va essayer. Normalement, le cache, il est rempli. On risque rien. Donc là, mon conteneur Docker, il est là. Boum. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a reproduit, on peut reproduire soit avec Pumba, je pourrais mettre des latences, je pourrais mettre des fails aléatoires aussi, grâce à Pumba. Là, on ne va pas s'embêter, on va juste l'arrêter. OK, il va prendre quelques secondes. Et là, si je continue à refaire des requêtes, normalement, on est tranquille. Tout est dans le cache, on a vu qu'il faisait plus de requêtes en plus. Ah merde. Aïe. Aïe. Ah non. En fait, c'était pas réglé. Pas complètement en tout cas. Il faisait bien plus de requêtes quand on allait dans le cache. Par contre, toutes les 15 secondes, quand il va refresh son cache, bah, j'ai encore des problèmes. Connexion timeout, j'ai pas réussi à connecter à la base. Je dis, mais non! Donc on est allé vérifier la configuration de notre cache. Donc pour ce projet-là, on utilisait Caféic, un wrapper de cache, et l'implémentation, c'était un cache en mémoire Java, simple. La configuration, on la retrouve ici. On va se faire un nouveau cache. On va lui dire qu'on veut un nombre d'éléments maximum dans le cache et que ça va expirer après une config qu'on aura mis dans l'application YAML. On fait ça bien, on la rend configurable. Ici, on peut configurer ces deux infos-là. Donc là, j'ai mis 15 secondes. Donc là, pourquoi ça fait ça? On a bien dit, tu vas expire à faire... Et en fait, si on lit bien la doc, ce qui généralement résout à peu près 75% des problèmes, expire, ce qui va se passer, c'est qu'il va enlever la valeur du cache toutes les 15 secondes. Et toutes les 15 secondes, mon cache sera vide et il ira recharger. Et ceux qui voudront avoir la valeur
ils ne trouveront plus la valeur dans le cache. Donc si j'ai plus ma base de données, j'ai plus de valeur. Et il y a une autre option qui est vachement bien, qui est vachement mieux, qui s'appelle refresh after write. Et là, ce qu'il fera, c'est qu'en arrière-plan, après les 15 secondes, il essaiera de mettre à jour cette valeur. S'il y arrive, je vais avoir une nouvelle valeur dans le cache. S'il n'y arrive pas, eh ben, tant pis, j'aurai l'ancienne valeur, mais mon appli est censé continuer à marcher. Donc on va redémarrer, et on va faire un dernier petit essai. Et on va voir si ça se passe mieux. Ok, on a l'air pas mal. On va effacer un peu de log. Et si cette fois, on arrête notre base de données. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est mieux? Ah oui, c'est vachement mieux. J'ai toujours pas mal d'exceptions. Il n'arrive pas à se connecter. Il n'arrive pas à rafraîchir le cache et je n'aurai pas mes nouvelles valeurs. Mais au moins là, mon appli sans base de données, elle a toujours des temps de réponse en local là, qui sont de 11 millisecondes, qui sont identiques. Et là, je serai vraiment plutôt bien tolérant à la panne. Donc ça, c'est le résultat final, ou celui qu'on a considéré comme final et acceptable de cette application, après toutes ces corrections, toutes ces optimisations. Donc là, c'est un test avec 700 utilisateurs, je crois. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est toujours un peu cette même période de chauffe. Et puis ensuite, on se stabilise assez correctement autour des 50 millisecondes. On a un graphe de requêtes par seconde qui augmente au début, en tout cas, de manière assez corrélée avec notre nombre d'utilisateurs. On voit par contre que plus le temps avance, plus notre autoscaling il a un peu de mal à suivre en fait, le nombre d'utilisateurs. L'autoscaling est actuellement basé sur le CPU. Du coup, là, sur l'effet de masse, ça donne des choses qui ne sont pas aussi proches que ce qu'on voudrait. Mais au final, on arrivait là, dans ce cas d'exemple, il y a 10 instances qui sont autoscalées en parallèle, là, de tête. Et on arrivait autour des 13 ou 14 000 requêtes par seconde. On s'est dit qu'on avait déjà pas mal fait le job et que ça suffirait sûrement à tenir la charge. Alors la suite, une fois qu'on a fait ça, c'était bien, l'appli elle marche, elle fait le job, mais là ce qu'on va avoir du mal, c'est à chaque commit, pratiquement, on voit, ça tient à pas grand-chose. Un add transactionnel qui traîne quelque part, et bam, on a tout recassé. Donc là, ce qui serait intéressant de mettre, ce qu'on n'a pas eu le temps de réaliser, mais ce qui serait intéressant de mettre sur ce projet, c'est lancer ce genre de test soit à chaque commit, soit avant chaque release, si on est en déploiement un peu plus versionné et qu'on fait des releases plus longues, on pourrait le lancer à chaque release pour s'assurer que cette version-là, elle passe toujours ce test et on a conservé le même niveau de performance. Ça aurait été pas mal. Une deuxième amélioration, c'est peut-être aussi changer la manière dont là on traite l'autoscaling. Là, on le fait sur le CPU. C'est le CPU global sur toutes les instances. Du coup, plus on a d'instances, plus cette valeur commence à potentiellement faire une moyenne et ne nous dit pas forcément vraiment ce que ressentent les utilisateurs. Donc peut-être ce qui aurait été intéressant, c'est de baser plutôt ça sur le nombre de requêtes par seconde demandées, sur peut-être le temps de réponse, pour essayer de corréler les deux métriques. Ça aurait peut-être donné quelque chose d'un peu plus rapide et un autoscaling qui est un peu plus proche de la charge. Qu'est-ce qu'on a retenu un peu de tout
ce travail qui a duré à peu près 2 semaines d'optimisation, de correction. Il nous faut un environnement stable où on peut réaliser cette tâche de charge pendant 2 semaines, et même à terme, à chaque release ou à chaque commit, pour qu'on soit sûr qu'on a exactement la même conf. On voit que ça tient à pas grand-chose, une config mémoire, un temps de latence, par exemple la race condition en local, je ne l'ai jamais si je n'ai pas mis le temps de latence entre l'application et le serveur d'authentification. S'il n'y a pas de latence, il n'y a pas de race condition. Donc il faut réellement avoir un environnement sur lequel on est sûr et on peut jouer nos tests. Avoir un jeu de données qu'on peut rejouer à l'infini et qui va nous donner strictement toujours les mêmes résultats. C'est la seule ces conditions obligatoires pour qu'on puisse redéployer un changement, voir si c'est mieux, c'est pire. Si on n'a pas le même jeu de données, on n'aura pas les mêmes résultats, on sera incapable de comparer plusieurs runs de tests. Avoir des métriques le plus complètes possible, on voit que même avec des logs assez précis sur l'orchestrateur, avec un APM, c'était déjà assez complexe à découvrir certains problèmes. Donc imaginez-vous si vous avez juste rien, votre conteneur s'arrête, il n'y a pas de log qui dit killed ou quoi que ce soit, vous n'avez pas la consommation mémoire, le premier problème, vous ne le trouverez jamais. Tenter et ne modifier qu'un seul paramètre à la fois pour revérifier est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire. Comme je vous l'ai dit, on a fait pas mal d'essais, changer la conf mémoire, etc. Si on change 2 choses à la fois, aucune chance de savoir, ah ouais, ce paramètre ça a aidé, celui-là il n'a pas aidé. On fait qu'une seule modif, on relance, on fait exactement le même jeu de données avec le même environnement, et comme ça on sait c'est mieux, c'est pire. Et le dernier, le mieux, faites une reproduction en local. Si vous avez reproduit en local, je vous assure, vous trouverez le problème, c'est assuré. Si vous n'avez pas reproduit en local, ça va être une autre paire de manches. C'est tout. Merci. Il reste un tout petit peu de temps pour 1 ou 2 questions, je pense. Oui. C'était quoi le retour de ton client sur le produit que vous avez fourni? Est-ce que ça correspondait à ce qu'il attendait en termes de temps de réponse, etc. La question était quel est le retour du client? Est-ce que c'est à ça qu'il s'attendait? Globalement, c'était de toute façon un objectif contractuel. Contractuellement, c'était 100 millisecondes. Du coup, ce qui a été intéressant, c'est qu'après, on a pu lui partager et échanger les jeux de données, les cas de test, et ensuite, il a pu reproduire des tests de charge avec ses volumétries, ses cas de test, et il est tombé sur les mêmes résultats, et du coup là-dessus ça a vraiment sécurisé, et ils étaient assez contents du résultat. Sachant qu'il venait, c'était une refonte, comme une bonne partie des solutions, c'était une refonte, et il venait d'une solution, là c'était un développement vraiment spécifique, custom, il venait d'une solution d'assurance qui a juste à être configurée, et qui avait forcément des temps de réponse qui étaient très loin de ça. Du coup ils étaient assez contents. Pas de questions? Merci beaucoup.